Les Yankees sont ingénieurs comme les Italiens sont musiciens et les Allemands sont métaphysiciens de naissance. Rien de plus naturel dès lors que de les voir apporter dans la science de la balistique leur audacieuse ingéniosité. De là ces canons gigantesques, beaucoup moins utiles que les machines à coudre, mais aussi étonnants et encore plus admirés. Ainsi écrivait Jules Verne en 1865 dans un livre d'anticipation de la Terre à la Lune. Et aujourd'hui, 103 ans après, comme il l'avait prédit, 3 Américains viennent de faire rêver la Terre en découvrant la Lune. Je crois que les Américains ont lancé une fusée avec un vaisseau spatial, le Apollo 7, et puis maintenant c'est Apollo 8. D'abord, ils sont partis de notre planète et ils doivent tourner autour de la Lune et peut-être atterrir sur la Lune. Mais on ne sait pas s'ils repartiront ou s'ils repartiront pas. Et d'après toi, comment est le sol de la Lune? De cratères, de trous, de précipices, comme des araignées, je sais pas, non. Comme des bêtes mythologiques, enfin tout. Frank Borman, 40 ans, colonel de l'US Air Force. Il dit le culte épiscopalien à l'église de Cap Kennedy. 330 heures de vol dans l'espace, c'est le recordman du cosmos, comme son coéquipier, l'aviateur Jim Lovell, 40 ans lui aussi. William Anders, le troisième homme, est plus jeune, 35 ans. C'est un marin. Il aura l'honneur d'être le premier Américain sur la Lune. Pour lui, Apollo 8, c'est la dernière répétition avant la première excursion sur la Lune, prévue pour l'été 1969. Samedi 21 décembre 1968, il est 13h51, on se débat dans les premiers embouteillages des départs en vacances. Cap Kennedy, il va être 8h du matin, dans le ciel bleu de Floride, une cathédrale haute comme 3 fois l'Arc de Triomphe, Saturne V, la fusée, et la cabine Apollo 8 s'arrache lentement du sol. C'est une gerbe orange qui n'en finit pas d'éclater. Le ciel tremble. Apollo 8 vient de mettre le cap sur la Lune. Le voyage va durer plus de 6 jours. Une volute de fumée maintenant apparaît à la base. Nous en sommes à 14, 13 secondes. La volute de fumée augmente. C'est donc que la chaleur commence déjà à rentrer dans la fusée. 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes. Et c'est la mise à feu. Oh, une flamme d'apocalypse. La fusée reste un instant immobile, et puis la voici qui s'élève. Le sol bouge sous les pieds. Les 5 moteurs du premier. Oh, quel rougissement! Mais tout disparaît sous nous. Elle monte toute droite, fière, élancée, car libérée de ses entraves, le collège se dégage de sa tour. Des volées de fumée géantes se développe encore. Elle s'incline déjà. C'est un fracas sans pareil. Et le monstre artificiel jaillit dans le ciel. Il est déjà très très haut. Il monte très vite. La terre, le ciel, tout vibre. Oh, les rêves les plus fous de Gilbert sont maintenant dépassés. Près de la base, 250 000 spectateurs. On n'avait jamais vu ça. 1200 journalistes venus du monde entier. Et dans la tribune officielle, 3 symboles. Larry Grissom, son mari, est mort carbonisé dans une cabine Apollo 2 ans plus tôt. Charles Lindbergh, un vieil homme maintenant, en 1927, il a réussi la première traversée de l'Atlantique en avion. À ses côtés, Edward Kennedy, le sénateur, le survivant d'une dynastie massacrée. C'est son frère, le président assassiné, John Fitzgerald Kennedy, qui a conçu le plan Apollo et décidé qu'un Américain irait dans la Lune avant 1970. À l'instant, Borman vient de passer un message radio. OK, deuxième fusée, out. C'est-à-dire que maintenant, la fusée Apollo se trouve à 189 km et à une vitesse de 22 000 km/h. Il n'y a plus que quelques instants avant que se fasse la mise sur orbite, la satellisation d'Apollo sur la Terre. Tout va bien, Apollo 8 renseigne régulièrement les techniciens de la NASA. Entre 183 km et 191 km d'altitude, Apollo fait maintenant 2 tours de Terre. 2 tours de routine et de balisage avant de s'orienter vers la planète inconnue et de partir pour le grand voyage. Oui, c'est fait. Il tourne déjà autour de la Terre. Apollo est en orbite. Maintenant, les communications vont s'échanger entre la cabine spatiale, entre les hommes qui sont partis pour le voyage sur la Lune et la base de Cap Kennedy. Il s'agit de vérifier une nouvelle fois tous les appareils,
de voir si toutes les conditions sont bonnes, et c'est alors seulement après 1, 2 ou 3 rotations autour de la Terre que la décision sera prise de mettre à feu la dernière fusée afin de partir direction Lune. Apollo fait route vers la Lune en musique. Et aux dernières nouvelles, Borman a annoncé qu'ils avaient déjà parcouru 170 000 km, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'ils sont aussi loin de la Terre, puisque leur trajectoire est courbe. Mais quand même, ils sont dans un autre monde, celui du vide et de l'angoisse. Cap Kennedy, après avoir interrogé pendant plus de 3 heures Borman et ses compagnons, vient de mettre les cosmonautes au repos. Et je vous l'ai dit, les haut-parleurs ne diffusent plus des ordres, mais de la musique douce. Par le hublot arrière, car pour la première fois, les cosmonautes avancent, tournant le dos à la Terre et face à la Lune. Par le hublot arrière, dans son périscope, Borman tout à l'heure a jeté un coup d'œil. Et il a dit « Je vois tout le continent, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ». Interrogé sur l'exécution des manœuvres de largage des 3 fusées qui les ont progressivement propulsés hors de l'attraction terrestre, Borman a déclaré « Jamais largages ne se sont produits aussi simplement, aussi facilement ». Vous êtes en route? Vraiment en route? S'écrie Chris Kraft, le directeur du vol Apollo 8. Réponse laconique et sereine du commandant de bord, Frank Borman. Tout va bien. Nous avons atteint la vitesse de 10 058 mètres par seconde. 10 058 mètres seconde calculés, cela fait presque 40 000 km/h. La fusée s'éloigne, les distances s'estompent, il n'y a plus d'horizon. Les cosmonautes américains sortent de l'attraction terrestre, ils entrent dans le rêve. Borman, Lovell et Anders régatent dans le cosmos. Ils font leur moisson d'étoiles, il est 22 heures. Jim Lovell se penche au hublot d'Apollo 8. Je regarde par ma fenêtre centrale qui est ronde, et ma fenêtre est déjà plus grande que la Terre. La mise à feu des moteurs se fait parfaitement. Elle n'a duré qu'un instant. Une vérification du même ordre est prévue pour ce matin, cet après-midi pour vous. Ainsi donc, voilà plus d'une journée qu'ils sont partis. Et la Terre paraît ne plus les intéresser. Ils n'ont Dieu que pour la Lune, cette Lune inconnue qu'ils vont découvrir et où leurs observations nous affirmeront s'il est vrai qu'il n'y a là-bas ni air, ni vent, ni humidité et bien sûr ni vie. Les épouses des cosmonautes ont reçu un télégramme de félicitations du président Johnson, le président Johnson qui a suivi l'exploit dans un lit d'hôpital Bethesda à Washington, où on le soigne depuis 3 jours d'une mauvaise grippe de Hong Kong. Seule Marilyn Lovell était au Cap Kennedy et a assisté aux côtés de Ted Kennedy et de Charles Lindbergh au départ de la fusée. Charles Lindbergh assure qu'elle est restée immobile, figée, bien longtemps après la disparition d'Apollo dans le ciel. Ses yeux étaient légèrement mouillés et ses premiers mots ont été « Ouf, voilà une épreuve de passé ». Marilyn Lovell, confiante, a accepté de se faire photographier. Elle a invité la presse à un cocktail, mais elle n'a dit que deux mots, j'ai confiance. Dimanche 22 décembre, tout s'est très bien passé. Le monde des terriens prépare tranquillement ses petits cadeaux de Noël. Apollo 8 commence à ralentir pour se rapprocher du point de non-retour au carrefour de l'attraction de la Terre et de l'appel de la Lune. Les astronautes quittent leurs scaphandres, ils endossent les combinaisons de vol qui sont plus légères, on dîne dans les étoiles, mais Borman n'arrive pas à s'endormir. Il réclame un somnifère. « Ok », répond la Terre, Borman s'endort, Lovell est aux commandes, il décrit la Lune. Les étoiles sont moins brillantes que nous ne le pensions, mais la Lune est entourée d'un grand manteau bleu clair. Dimanche toujours, ils sont partis depuis un peu plus de 24 heures et déjà, ils sont presque à mi-chemin. Frank Borman annonce qu'il souffre d'un léger embarras gastrique. Ce sera d'ailleurs le seul ennui du voyage. Il sera vite rétabli pour la suite de la grande randonnée. 21h06, ce même dimanche, c'est un jour de gloire pour la télévision avec la première liaison directe Terre-Apollo 8. L'image est nette. Ils sont à 218 000 km de la Terre. Frank Borman jongle avec sa brosse à dents. Dans le hublot d'Apollo 8, la caméra des apolotes joue avec une boule insaisissable et brillante. La Terre, comme ne l'avait jamais rêvé le romancier de science-fiction René Barjavel. Elle était là, fripée, mal fardée, chancelante,
peut-être ivre, honteuse, fuyant, se cachant, revenant vers nous, folle d'envie de se montrer et n'osant pas. Elle était là, sublime, ridicule, bouleversante, notre mère, la terre. Pour la première fois depuis le commencement des temps, 3 de ses enfants venaient de la quitter. Du fond du ciel, il regardait son visage qu'il n'aurait jamais dû voir, et il le montrait à toute la famille. Elle se dérobait, se cachait dans la marge, mais il la rattrapait, exhibait de nouveau, aux yeux impitoyables de leurs milliards de frères, sa face blême, mal fardée, ravagée par les tempêtes, entamée par la nuit. C'était scandaleux. C'était merveilleux. Il me fallut faire un véritable effort de raisonnement et de conscience pour réaliser que je n'étais pas à côté des 3 galopins enfuis de la maison, mais là-bas, à l'autre bout, quelque part dans ce fromage mal coupé, sous un de ces bancs de nuages en forme d'éclaboussures de crème. Le spectacle que nous montraient nos frères échappés, c'était vous, c'était nous, qui étions restés douillés à la maison. Noël, cela signifie naissance. Noël 1968. Une nouvelle espèce d'homme vient de naître, les hommes du ciel. Oh, ces 3-là reviendront, mais d'autres partiront et d'autres ne reviendront plus. L'espèce humaine, contrairement à ce que nous avons tendance à croire, est tout à fait au commencement de son histoire. Elle vient seulement de faire, vers l'infini de l'espace, son tout premier pas. La Terre est une graine qui commence à germer. Apollo 8 se rapproche de la Lune. 48 heures après le départ, lundi 23 décembre 1968, la trajectoire est impeccable, la Terre est à plus de 300 000 km. Apollo réduit maintenant sa vitesse. 3500 km/h. La capsule est à 180 000 km de la Terre et Borman a mal à l'estomac. Je crains, a dit au Cap Kennedy le docteur Berry, que ce ne soit un début de grippe, car le docteur Berry a consulté Borman par radio. Quant à Anders, il ne se découvre lui aucun symptôme particulier, mais il ne se sent pas en forme. Heureusement, Lovell est lui en possession de tous ses moyens. Dès hier déjà, il avait fallu ouvrir l'armoire à pharmacie. Borman ne pouvait s'endormir. Le docteur Berry, toujours de terre, lui avait conseillé de prendre un somnifère. Cette boîte à pharmacie, c'est étonnant. Elle contient 3 piqûres contre le mal au cœur, 3 contre les douleurs musculaires, une bouteille de désinfectant en cas de blessure, 2 petites bouteilles d'un liquide pour les yeux, un vaporisateur pour le nez, un thermomètre, 6 antibiotiques, 12 pilules contre la nausée, 12 stimulants, 18 calmants en douleur, 24 cachets contre la diarrhée, 72 aspirines et 21 somnifères. Et chacun des 3 cosmonautes possède la même pharmacie. Les astronautes se plaignent du chauffage. La cabine tourne 6 fois sur elle-même en 1 heure. La paroi qui reste dans l'ombre est à moins 156 degrés. La face exposée au soleil est à plus 120 degrés. C'est le côté barbecue, dit Jim Lovell. À la télévision, les terriens, déjà blasés, voient leur planète sur les petits écrans. C'est net, très net, mais très petit, presque ridicule, dans l'immensité des champs d'étoiles. À Paris, l'académicien Louis Armand est songeur et grave. C'est un scientifique, c'est aussi un Européen. Apollo 8, c'est la fin de la suprématie du vieux continent. Le tour de la Lune, c'est, on peut le dire, la matérialisation du déclin de l'Europe. L'Europe a été liée depuis des millénaires à toutes les grandes aventures de l'humanité. On peut dire que peut-être qu'elle a commencé matériellement par le tour du monde, par Christophe Colomb, par Magellan, par les grands navigateurs. Si bien qu'on peut dire que la grande époque européenne de la planète se situera entre le tour de la Terre et le tour de la Lune. Mais est-ce que ça ne va pas poser des problèmes graves sur le plan politique, cette conquête de la Lune ? Il est évident que la division de la Lune en 2 traduirait, consoliderait l'idée d'un autre monde, de la Terre divisée en 2. Mais ce retard, il est définitif pour la conquête de la Lune, mais il y a d'autres tâches dans lesquelles notre retard est peut-être moins grand et auxquelles nous pouvons nous consacrer. Mais nous pouvons nous consacrer à condition de les réaliser entre Européens. Il n'y a aucun pays européen, même ceux qui ont été
de dimension planétaire, comme la Grande-Bretagne et la France. Il n'y a aucun de ces pays qui puisse seul entreprendre quelque chose qui marque l'histoire de l'humanité. Mais par contre, nous pouvons nous engager dans une voie passionnante, c'est la recherche des structures politico-économiques qui permettent l'association des divers pays à travers le monde. Pourquoi, à cette occasion, ne pas faire une véritable invention structurale, ne pas rechercher, si vous voulez, cette mutation, comme autrefois la France a inventé la mutation du royaume en nation. Je dirais, si on voulait employer des formules simples, à eux la Lune, à nous les humains. Dans la nuit du lundi au mardi 24 décembre, Apollo 8 défriche les neiges éternelles de l'espace. C'est l'équigravisphère, le point précis du cosmos où s'équilibrent l'attraction lunaire et l'attraction terrestre. La Lune est maintenant à 55 521 km d'Apollo 8. C'est à 21h29, heure de Paris, que, comme prévu, Apollo 8 est entré dans la zone d'attraction lunaire. Les techniciens de la NASA, en un souffle, ont changé toutes leurs coordonnées. Il leur faut maintenant calculer la trajectoire d'Apollo 8 en fonction de la Lune, et non plus par rapport à la Terre, comme on a appris à le faire depuis 10 ans, depuis le premier vol de Gagarine. Ce mardi 24 décembre, c'est la grande fête de l'électronique, mais c'est aussi le grand fossé, là où la moindre erreur des machines peut tout compromettre. 2h29, pendant 12 secondes, Apollo 8 allume ses fusées. Il faut corriger la trajectoire de la cabine. La vitesse est réduite de 3 km 200. C'est encore OK. Apollo 8 se rapproche voluptueusement, pourrait-on dire, de l'astre inconnu. Et à 9h54, comme à la parade, Apollo 8 va se placer pour la première fois sur l'orbite lunaire. Depuis 3 minutes, ils ont disparu. Ils sont passés dans la face cachée de la Lune et nous sommes sans aucune communication avec eux. Nous commençons l'un des moments les plus dramatiques de cette expérience, car alors que Borman, Lovell et Anders commencent à se mettre en orbite, il n'y existe plus aucune communication radio puisqu'ils sont de l'autre côté de la Lune et que les ondes ne passent pas. Voilà le grand moment du vol d'Apollo 8. Comme l'avaient calculé les machines, à 10h49 ce jour-là, les 3 hommes disparaissent derrière la Lune. Pendant 40 minutes, ce sera le silence, plus de liaison avec la Terre. Avant de s'enfoncer dans la nuit de l'infini, Anders, le bleu de l'espace, la voix à peine émue, Anders envoie le dernier message. Il y a 2 minutes, alors qu'ils nous quittaient, alors qu'ils coupaient leur radio, et c'est d'ailleurs coupé tout seul, eh bien Bill Anders joyeusement nous a dit, du moins a dit aux techniciens du SON, merci les copains, on vous retrouvera de l'autre côté. « 40 minutes plus tard, c'est bien plus long que de changer un disque sur un électrophone. 40 minutes plus tard, il est donc 11h26, c'est toujours le 24 décembre, un mardi, il faudra vous en souvenir. Une petite voix grésille dans les haut-parleurs du Cap Kennedy. Sobrement, est-il soulagé, il ne le dira jamais, Lovell annonce « Nous avons réussi ». We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. We have got hit, nous l'avons eu. La salle silencieuse se transforme en un vrai champ de foire. Tous se lèvent, portent leur pouce en l'air, se flanquent de grandes tapes sur l'épaule. Quelle joie! Ils l'ont eu, oui. La fantastique aventure du siècle est réalisée. Un technicien signale que la vitesse d'Apollo est inférieure d'1 pied seconde, c'est-à-dire à 30 cm près de la vitesse prévue. Les calculs ont vraiment été parfaits. En 4 minutes et 5 secondes, toujours le temps d'une chanson, le propulseur a freiné Apollo 8. Les 3 cosmonautes sont désormais les premiers hommes à voler en orbite autour de la Lune. Là encore, les calculs ont été parfaits. Ils tournent entre 113 et 312 km de la Lune. Au passage, la Terre prend une leçon de vocabulaire. Il faut dire 113 km de périlune et 312 km d'apolune. Si la manœuvre avait échoué, Apollo 8 devait s'écraser sur la Lune ou revenir en catastrophe sur la Terre. Lucien Barnier, chroniqueur scientifique à RTL, laisse percer un certain soulagement et même de l'enthousiasme. Ce qui me surprend, c'est la dextérité de ces hommes, en particulier de Borman, puisque c'est lui le commandant de bord, comme pilote. Et puis les autres pour toutes les tâches qu'ils accomplissent, mais enfin le pilotage d'Apollo 8.
sa mise sur orbite lunaire, au moment où cet engin était dans la nuit, coupé des stations terrestres, puisqu'il se trouvait dans le cône de silence de la Lune, de l'autre côté de la Lune. Il ne voyait pas la Lune, sinon faiblement éclairée en dessous par et un mince ruban par le clair de terre. Eh bien, malgré cela, lorsqu'il est sorti de ce cône de silence et que l'un d'entre eux a dit « nous l'avons eu, cette fois nous sommes satellisés », quand on s'est rendu compte, quand la NASA a fait les mesures, elle s'est rendue compte que tout était OK à 1 km 200 près. Alors là, on est confondu d'une part devant la qualité des instruments de navigation, car tout était naturellement parfaitement précis pour déterminer la hauteur par rapport à la Lune, la vitesse par rapport à la Lune et non plus par rapport à la Terre qu'on avait quittée depuis 11 heures. Et enfin, la dextérité, le sang-froid de ces hommes. Vraiment, là, il n'y a rien de semblable dans toute l'histoire des techniques de ce siècle. Maintenant, les 3 Américains peuvent s'accorder un peu de répit. Ils peuvent envoyer leur première carte postale de la Lune. La Lune est grise, on dirait du sable, les cratères sont parfaitement ronds, dit Jim Lovell. Nos cartes de la Lune sont exactes, tous les détails sont visibles. La Lune n'a pas de couleur, elle est toute grise. On dirait qu'elle est faite en ciment et en plâtre. Et puis il prend un temps et dit, voici, il parle comme un guide, voici la mer de la fécondité, parsemée de cratères. Je passe maintenant sur un cratère qui a 6 terrasses. Je les vois distinctement, mais il n'y a rien que de la poussière. Puis il passe sur le cratère de Colomb, à un cirque de 80 km de diamètre. La visibilité est excellente, dit Lovell. Et il ajoute encore, voici le cratère de Gutenberg. Et là, à gauche, un des points que nous devons examiner pour un débarquement futur. Voilà déjà, me semble-t-il, un point intéressant. Voici peut-être le premier aéroport lunaire. Déjà ici, il y a place pour nous. Voilà le cadeau de Noël de la Mondovision. Pendant 16 minutes, à partir de 13h25 pile ce mardi-là, car Apollo 8 est plus précis que les chemins de fer, pendant donc 16 minutes, les terriens vont survoler en direct pour la première fois de leur histoire, à 112 km d'altitude, le sol bouleversé, lugubre, bombardé, inhumain de la planète des Séléniens. Apollo 8 rectifie encore sa trajectoire. Ils vont désormais graviter avec la placidité d'une horloge normande entre 112 et 114 km d'altitude par rapport à la Lune. L'orbite est circulaire et pendant 8 fois 2 heures, les 3 Américains vont continuer de nous raconter la Lune. Le monde des terriens pendant ce temps-là s'enfonce douillettement dans la nuit de Noël et les 3 rois mages de 1968 vont réveillonner autour de la Lune. Et de la part de l'équipage d'Apollo 8, nous vous souhaitons une bonne nuit, bonne chance et joyeux Noël à vous tous sur cette terre. Frank Borman n'oublie pas qu'à terre, il célèbre le culte épiscopalien. Pour ses enfants, au matin de Noël, comme devant l'arbre de lumière, il décrit le couchant, il décrit le levant, il récite la Genèse. Et pour tous ceux qui sont restés sur terre, l'équipage d'Apollo 8 a un message que nous voudrions vous donner. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n'avait pas de forme. Et elle sortait des profondeurs de l'espace. Et l'Esprit de Dieu a amené l'eau à la surface de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut, et c'était bien. Et Dieu a créé la lumière et l'ombre. Et maintenant, c'est Lovell qui parle. Avant, c'était Borman. Il lui a fallu 10 jours. Et Dieu a appelé ça le jour et la nuit. Et il a divisé les eaux des eaux. Il a créé le ciel et la terre. Et c'est Anders maintenant.
Dieu a asséché la terre. Et Dieu a dit que la terre se sèche. Et la terre s'est séchée. Et les eaux rassemblées, il les a appelées la mer. Et Dieu a dit que c'est bien. Noël, le petit matin. Là va peut-être se jouer le drame. Apollo 8 doit maintenant s'arracher à l'attraction lunaire pour revenir vers la Terre. Que Dieu vous bénisse, vous tous sur la bonne Terre, dit encore Frank Borman. Il est très exactement 7h20 du matin. À Cap Kennedy, personne n'a réveillonné, c'est le grand moment. Tout peut être encore compromis. La machine peut encore trahir l'intelligence et le courage des hommes. Pendant 3 longs quarts d'heure, ce sera le silence. Au cours du dernier passage derrière la Lune, les 3 cosmonautes doivent reprendre de la vitesse et accélérer pour se dégager de l'orbite lunaire. À 7h25 enfin, le contact radio est rétabli. L'opération a duré 3 minutes 23 secondes au lieu de 3 minutes 17 secondes. C'est gagné, ils reviennent. Et maintenant, Borman vient de préciser, oui, tout s'est très bien passé, le moteur est parti. 7h27, c'est gagné. Nous sortons maintenant de la Lune. Nous quittons la Lune. Et ça y est, c'est fait. Oui, Borman le confirme. Tout a réussi. Nous sommes, dit-il, sur le chemin du retour. Comme à l'aller, Apollo 8 va accélérer, doubler sa vitesse avant de ralentir, puis d'accélérer à nouveau encore à proximité de la Terre. Les 3 hommes sont fatigués. On laisse les commandes au marin, William Anders. Le vol est si parfait, si précis, mais les hommes sont également si fatigués qu'on va les laisser presque au repos pendant toute la journée de Noël. Ils dégustent de la dinde en sachet, on souffle un peu, et comme après un assaut, ce sont des militaires, on plaisante. Un contrôleur de la NASA dit à Borman: vérifie si Bill, il s'agit d'Anders, a bien accroché ses chaussettes avant d'aller dormir. Anders n'est pas endormi, il prend le micro. Ok, je les ai mises à droite de mon nounours. Dernière émission de télévision, Anders, lui encore, va jouer les Raymond Oliver. Il montre en mondovision comment on se nourrit dans une cabine spatiale et comment on boit du jus d'orange en suçant un tuyau de plastique. Jeudi 26 décembre, le retour paraît long, très long aux cosmonautes. Il réclame un peu de musique. Les astronautes, ce jour-là, se reposent et surtout, ils se préparent aux dernières épreuves du lendemain. Ce sera terrible. Il faudra à 40 000 km/h arriver dans un couloir de 34 km. Si la cabine va trop vite, si elle rate sa cible, à quelques centaines de mètres près, elle explose, elle se désintègre dans les couches denses de l'atmosphère. Si par contre elle arrive trop lentement, elle va rebondir sur ces mêmes couches et repartir sans espoir de sauvetage comme une toupie folle dans l'espace. Les dernières heures vont passer très vite. Comme un météore, Apollo 8 plonge vers la Terre. Vendredi 27 décembre 1968, le dernier jour. Il va être 16 heures. Il y a de nouveaux embouteillages sur les routes et dans les gares. C'est un nouveau week-end qui commence pour les terriens. 16h31, le grand moment est arrivé. Apollo 8 se sépare de son moteur et seul, comme un obus incandescent, la cabine Apollo 8 va franchir la dernière passe, les couches denses de l'atmosphère qui carapassonnent la Terre. Dans cette chute vertigineuse, sans liaison avec la Terre, la température va monter à 3000 degrés à l'étrave d'Apollo 8. Et dans la cabine, les 3 cosmonautes vont subir pendant 3 éternelles minutes, une pression de 1000 kilos. Et ils vont vivre dans une étuve de 65 degrés. Ça y est, maintenant le blackout a commencé. Alors, ils ont attaqué les couches denses de l'atmosphère. Il est 16h37. Ils ont passé donc l'altitude de 100 km. Ils sont à la vitesse supérieure à 40 000 km/h. Et maintenant, pendant 3 minutes, 3 secondes, nous allons être sans communication avec eux, puisqu'en effet, dans ce grand bombardement qu'ils vont connaître, il leur est impossible de parler, de faire une manœuvre quelconque. Ils sont trop attentifs à leur vie, à se tenir, à regarder aussi et à mesurer de quelle façon la capsule se comporte. La descente se poursuit, elle se poursuit, semble-t-il, normalement. Depuis 2 minutes On ne sait rien, puisque naturellement, c'est le blackout. Puis, aucun bruit ne nous vient de là-bas. La seule précision que nous donne ici, c'est une précision concernant la chaleur. Elle serait extraordinaire puisqu'elle dépasserait 5000 degrés Fahrenheit. 7300 mètres d'altitude, la liaison radio est rétablie. Les 2 parachutes auxiliaires se déploient. Un premier signal. Voilà, un premier signal, c'est fait. Donc, ils sont en vie. 16h42. Ils sont en vie. Lovell vient d'envoyer un premier signal. C'est la base de Huntsville qui a capté le premier message, le premier signal, car ce n'est pas un message, c'est seulement un signal. C'est donc la remise en marche de la radio. Jim Lovell, ça y est, Jim Lovell a parlé. Jim Lovell a parlé. Jim Lovell a dit tout simplement, ça va bien,
Et oui, ils sont sauvés. L'attente est terminée maintenant. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils se posent le plus près possible du porte-avions afin qu'on puisse les récupérer rapidement. Et Lovell vient de prononcer ces mots, real fine, c'est-à-dire c'est merveilleux. Et les radars ont déjà capté Apollo 8. Les deux petits parachutes de stabilisation sont ouverts. Et maintenant, les trois derniers parachutes, les parachutes de freinage viennent d'être ouverts. Ils sont à 3300 mètres. Ça y est, ils ont améri, c'est fait. Ils ont améri, il est 16h52. C'est fait. La capsule est tombée dans le Pacifique. Elle est tombée dans le Pacifique, mais où? Maintenant, c'est le problème. Il faut savoir où. Normalement, il était prévu, d'après les calculs, qu'elle tombait à 2300 km au sud-ouest d'Hawaï, à 165 degrés de latitude ouest et 8 degrés 8 minutes nord, à 950 km de Christmas Island, l'île de Noël. L'hélicoptère est en route. Dans cet hélicoptère prennent place 3 hommes grenouilles. Ce sont les hommes qui vont plonger près de la capsule afin de l'entourer des flotteurs. Ils portent une tenue de James Bond. Ce sont des hommes grenouilles qui, par-dessus leur combinaison noire de caoutchouc, ont passé une combinaison blanche inifugée. Il est 16h54. La cabine a touché l'eau maintenant il y a 2 minutes. Et localisés, ils sont à 4000 nautiques du porte-avions. C'est-à-dire qu'ils sont à moins de 7 km. Borman parle maintenant. Borman vient de parler. Équipage OK, a-t-il dit. Enfin, nous voilà. À bord du Yorktown, un vieux porte-avions rescapé de Guadalcanal qui ira ensuite à la casse, à bord du Yorktown qui file vers Hawaï, Borman, Lovell et Anders ont juste le temps de découper un gros gâteau de Noël, une montagne de 250 kilos de glace et de crème fraîche. Ils posent pour l'équipage et puis pendant de longs jours, ils devront se soumettre à l'interrogatoire des médecins de la NASA avant de pouvoir retrouver leur famille. La feria du Cosmos est terminée, mais déjà les techniciens de la NASA préparent Apollo 9 et puis ensuite Apollo 10. Dans un motel de Cap Kennedy, un homme découpe seul un steak typiquement américain. Ses cheveux sont blancs, ses yeux sont très clairs, il a l'accent de la Rhénanie. C'est Herbert Van Braun, le père des fusées américaines et aussi pendant la guerre, l'inventeur des V2 et des V1 qui ont ravagé Londres. Aujourd'hui, Van Braun savoure, solitaire, son jour de gloire. Monsieur Van Braun, c'était aujourd'hui votre grand jour. Il y a des années que vous attendez ce départ de cette fusée pour la Lune. Je suis très heureux, naturellement. Dans vos calculs, vous êtes trompé seulement de 65 millièmes de seconde. Il y a 36 000 feet per second, whatever that is. Monsieur Van Braun, quand pensez-vous qu'un homme mettra les pieds sur la Lune? Quand? Pensez-vous qu'un homme mettra les pieds sur la Lune? Juillet, Où? juillet 1969. Voilà, c'est tout simple, c'est Apollo 10, c'est-à-dire un homme marchant sur la Lune pour le temps des cerises. Ce sera en principe pour l'été 1969, peut-être même avant, au mois de mai, car les astronautes sont friands des printemps précoces, surtout les Américains. D'autant plus impatients d'arriver les premiers sur la Lune qu'avant ce printemps de 1969, les Russes veulent eux aussi moissonner leur champ d'étoiles.